Donc, bonjour à tous, Nicolas Serry. Donc moi je suis le président d'une société qui s'appelle Kimod. Et chez Kimod on fait des équipements et des solutions pour faire des carburants de synthèse. Donc aujourd'hui je vais vous parler de carburants de synthèse. Alors j'ai déjà commencé par quelques éléments de chiffrés qui permettent de centrer le débat. Donc là je vous ai juste remis dans une page les émissions de CO2 de l'économie, et puis donc vous voyez que le transport c'est 22% de nos émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, et dans ce transport-là, dans toutes les émissions de transport, il y a 10% qui vient à peu près de l'aviation et 10% du maritime. Ces secteurs sont les secteurs qui sont, je dirais, visés par les carburants de synthèse, parce que c'est les secteurs pour lesquels il n'y a pas vraiment d'autres solutions pour décarboner ces modes de transport-là. Alors pourquoi il n'y a pas d'autre solution? Si je prends le domaine de l'aviation, je vous ai mis là le résultat d'une étude qui est faite par Boeing. Je pense Airbus a à peu près la même étude, qui regarde comment faire pour décarboner 100% des émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre par la flotte, une flotte de Boeing, d'une compagnie aérienne. Et donc vous voyez qu'il y a différents éléments qui viennent, alors je suis désolé c'est en anglais, mais il y a différents éléments qui viennent contribuer à la décarbonation de ces vols-là. Il y a à peu près pour 20% le fait de basculer sur des avions qui consomment moins, plus vertueux, voilà, et qui sont de nouvelle génération. Il y a à peu près 10%, 8% qui consistent à faire de l'éco-conduite, si je reprends un peu les termes qu'on utilise aujourd'hui dans la voiture. Donc à apprendre aux pilotes et aux logiciels de pilotage de piloter mieux. Il y a 20% à peu près qui consistent à mieux s'approvisionner. Et puis surtout, il y a 55%, donc je dirais le plus gros de l'effort, il doit venir de nouveaux carburants, donc de carburants de synthèse, qui sont là pour faire l'ensemble de l'effort. Alors pourquoi? Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans la voiture électrique ou dans d'autres modes de transport, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des voies de décarbonation qui sont un peu plus évidentes. Dans la voiture, on électrifie l'usage, ou alors on vient, dans certains cas, brûler une molécule d'hydrogène. Dans l'aviation, comme dans le maritime d'ailleurs, ces voies-là sont pas possibles. C'est-à-dire que l'électrification de l'aviation ou du maritime, c'est la même chose. C'est trop compliqué en termes de, le poids des batteries est complètement rédhibitoire. Et s'agissant de l'hydrogène, pour l'aviation, il y a des gros problèmes pour, je dirais, faire un avion qui marche à l'hydrogène. Alors, on en parlait juste avant avec le précédent conférencier. Aujourd'hui, il n'y a que Airbus qui croit à cette voie-là, et ils n'annoncent pas un avion à hydrogène avant au moins 2050. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe entre maintenant et 2050? Si tant est que, évidemment, ça marche. Et dans le maritime, c'est à peu près le même sujet. Il y a des questions de volume d'hydrogène, de stockage de l'hydrogène. Enfin, c'est une molécule qui est compliquée quand même à manipuler. Et donc, dans ces deux modes de transport-là, le transport maritime, le transport aérien, la voie de décarbonation aujourd'hui unique qui existe, c'est les carburants de synthèse. Qu'est-ce que c'est les carburants de synthèse? Alors, il y a deux voies en réalité de carburants de synthèse. Il y a deux grandes voies. Il y a une voie, je dirais, biologique, donc c'est les biocarburants, c'est ce qu'on connaît depuis longtemps en France, à la station essence, voilà, qui existe. Mais ça, évidemment, ça suppose d'avoir des terres, d'avoir de la matière première agricole, et donc ça peut marcher pour des petits volumes, entre guillemets, mais dès qu'on arrive à des gros volumes, et si on se dit comment est-ce qu'on pourrait complètement décarboner tous les modes de transport aujourd'hui massifs par des biocarburants, on va rapidement avoir une très forte compétition avec des terres arables, et donc des compétitions avec ce dont on a besoin pour se nourrir. Donc évidemment, ce n'est pas une solution durable de grande échelle sur les prochaines années. L'autre voie, donc, qui est la voie que je mets ici, c'est la voie qu'est en train de prendre, je dirais, l'ensemble de l'industrie. C'est une voie de carburant de synthèse électrique. Alors pourquoi on dit électrique? Parce qu'on vient prendre de l'énergie pour électrolyser de l'eau, faire de l'hydrogène, et puis on vient capturer du CO2. Alors soit on le capture dans l'air, mais bon, aujourd'hui c'est plus de la recherche, ou c'est pas encore totalement industriel. Soit on vient le capturer dans une sortie d'usine, donc ça marche plutôt pas mal. Ou soit on vient le capturer dans des éléments qui émettent du CO2, ce qu'on appelle biogénique, par exemple des bouts de traitement d'eau usée,
des matières premières agricoles qui se décomposent et qui émettent du CO2. Voilà. Donc il y a beaucoup de sources de CO2 biogénique. Donc on vient combiner tout ça. On vient combiner donc l'hydrogène et le CO2 dans des réacteurs. Alors nous, on fait des réacteurs chez Kimon, mais on n'est pas les seuls. Donc dans des solutions qui combinent tout ça pour faire ce qu'on appelle une molécule d'intérêt, c'est-à-dire une molécule qui est en fait équivalente et identique à la molécule qui est extraite du pétrole, mais qui est là, je dirais, synthétisée et fabriquée grâce à l'hydrogène et grâce au CO2. Et donc dans le maritime, la voie qui est en train d'apparaître, c'est ce qu'on appelle du méthanol, donc c'est un alcool qui vient remplacer le fioul lourd et qui vient être brûlé dans des moteurs pour faire avancer les bateaux. Et puis dans le transport aérien, on a ce qu'on appelle des SAF, des carburants d'aviation durable, qui sont en fait du pétrole. Donc on vient avoir du brut, qu'on vient ensuite raffiner pour faire du kérosène de synthèse, du jet fuel en anglais. Donc ça, je dirais, c'est la voie qui est en train d'être adoptée aujourd'hui par je dirais l'ensemble de l'industrie du transport. De quoi on parle? Je vous ai mis là je dirais la croissance attendue de ce secteur. Donc aujourd'hui, on est à peu près par là 2025. Et donc vous voyez que ce qui est attendu, et c'est d'ici 2050, c'est une très forte croissance, je dirais, de ces carburants. Alors, vous voyez que là, la grosse barre bleu clair, là, c'est le kérosène de synthèse, donc c'est ça qui va tirer l'essentiel de cette croissance. Et puis, si vous regardez par secteur, vous voyez que là c'est les agrocarburants, les biocarburants qu'on utilise dans les voitures aujourd'hui un peu partout dans le monde. Bon, c'est stable. Et puis, la croissance de tout ça, ça va être essentiellement le transport aérien et puis évidemment le transport maritime qu'on voit là. Et donc ça va être tiré par ces deux grands secteurs-là. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives un peu partout dans le monde qui consistent à basculer vers ces nouveaux carburants. Alors en Europe, on a des directives européennes qui viennent d'être mises en place, qui ont été mises en place, qui ont été votées par le Parlement européen en septembre de cette année, donc c'est très récent, qui vont imposer des cibles d'incorporation de carburant à différents horizons. Donc on est à 1,2% par exemple de carburant d'aviation durable pour l'aviation en Europe d'ici 2030. Alors 1,2%, ça paraît pas grand-chose, mais en fait c'est relativement massif, parce que 1,2% de tout le kérosène consommé en Europe, c'est déjà relativement important, et ça va augmenter jusqu'à atteindre à peu près 50% à l'horizon 2050. Et ça, c'est vrai en Europe. Aux États-Unis, il est en train de se passer exactement la même chose. Il est en train de se passer exactement la même chose avec les compagnies du Golfe, qui sont quand même des gros transporteurs aériens, qui ciblent 10% de carburant d'aviation durable à 2030, donc c'est déjà important. Et c'est la même chose également en Asie, notamment au Japon, où ils ont les mêmes objectifs. Et donc évidemment, on espère que tout ça va découler sur l'ensemble des autres pays qui ont des compagnies aériennes. Alors, donc ça, je dirais, c'est le panorama général. Et juste un dernier mot, peut-être de précision, c'est-à-dire que ce carburant de synthèse-là, il est identique, ou quasi identique avec du carburant normal. Donc c'est-à-dire qu'on peut le mélanger avec du carburant normal. Donc on peut avoir un moteur d'avion, un réservoir d'avion, dans lequel il y a 5-10% de carburant d'aviation durable. Le reste, c'est encore du carburant fossile. Et donc ça permet comme ça, progressivement, de décarboner évidemment les usages du transport. Juste aussi pour vous illustrer un petit peu, ça c'est une carte de l'ensemble des projets aujourd'hui. Alors la carte, elle date de quelques mois, enfin elle n'est pas très vieille. C'est une carte qui montre l'ensemble des projets annoncés de production de carburant durable dans le monde. Alors on voit trois choses. Enfin, on voit une chose déjà qui est claire, c'est que ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Europe, et puis ça se passe en Asie. Bon, alors ça tombe bien parce que c'est je dirais les centres importants de voyage et les contributeurs importants du carbone qui est émis dans l'atmosphère par les modes de transport aérien et maritime. Enfin voilà, donc ça montre une première chose. La deuxième chose qui est pas montrée dans cette page, mais que je vais vous dire, c'est que en fait 85% de ces projets, ils n'existaient pas il y a 18 mois, ou il y a 2 ans maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un effort massif qui est en train d'être fait partout dans le monde pour aller vers ces carburants. Alors maintenant, je vous ai parlé, je dirais, du secteur mondial, mais c'est bien, mais il faut aussi regarder ce qui se passe en France. Alors,
En France, déjà on a besoin de CO2 pour faire ça. Et donc là, c'est une carte où est situé le CO2 captable en France. Alors on estime que aujourd'hui, on a à peu près 53 millions de tonnes de CO2 qu'on peut capter facilement, enfin relativement facilement, en France pour l'utiliser pour faire autre chose et pour le recycler. Et donc dans ces 53 millions de tonnes, il y en a, je dirais, un tiers qui est de l'industriel évitable, c'est-à-dire que c'est des industries qui émettent du CO2, mais qui en fait, pourraient se décarboner pour électrifier leur process par exemple, pourraient brûler de l'hydrogène à la place de brûler du gaz. Et donc, qui pourrait investir pour éviter que ce CO2 se retrouve dans l'atmosphère. Bon. En revanche, il y a un tiers de ce CO2 qui est de l'industriel non évitable, c'est-à-dire que c'est des process industriels. Je pense notamment aux cimenteries, par exemple. Cimenteries, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Ils peuvent réduire leurs émissions de CO2, mais ils ne peuvent pas les éliminer complètement. Il n'y a pas de solution technique aujourd'hui qui existe pour produire du ciment à zéro CO2 émis dans l'atmosphère. Bon. Donc, soit on se passe de ciment, ce qui est quand même un peu compliqué, soit on trouve une solution pour réutiliser CO2, et donc les carburants d'aviation durable ou les carburants de synthèse sont une bonne voie évidemment pour réutiliser CO2. Et puis il y a un dernier, je dirais, un tiers de ce CO2 là, qui est ce qu'on appelle du CO2 biogénique. Donc ça, c'est ce qui vient de sources biologiques, donc par exemple du traitement de boues usées, des déchets organiques. Donc il y a tout un tas de sources comme ça. Et ça représente à peu près un tiers du CO2 captable en France pour les usages des carburants de synthèse. Alors, si je regarde aussi en France, tout à l'heure je vous ai montré une carte de tous les projets qu'il y a dans le monde. En France aujourd'hui, il y a 24 projets répartis un peu partout dans le territoire, dans 18 départements. Alors on voit que c'est plutôt dans des zones industrielles, mais il y a 24 projets en France qui ont démarré, qui sont dans les cartons, qui sont en train de se faire, dans lequel il y a un investissement qui est en train d'être réalisé pour réaliser soit du méthanol pour le maritime, soit du kérosène pour l'aérien, soit aussi, j'en ai pas trop parlé, mais du gaz de synthèse, c'est-à-dire du méthane de synthèse, donc comme du gaz naturel, mais synthétisé, qu'on vient ensuite mettre dans les réseaux de gaz. Sur cette filière, plusieurs éléments. Je vous ai parlé des 24 projets répartis dans 18 départements. Ces 24 projets-là, ils vont permettre de produire à peu près, alors ça vous parle peut-être pas trop, mais à peu près 500 000 tonnes équivalent pétrole en termes d'énergie. Donc c'est quand même relativement important, même si évidemment ça demande à être prolongé. Je dirais sur cette voie-là, en fait on vient utiliser aussi des technologies qui sont soit déjà existantes, soit en train d'arriver à maturité industrielle. Et donc aujourd'hui il y a de nombreuses solutions technologiques qui vont permettre de faire cette synthèse de carburant, parce que évidemment c'est quelque chose qui n'existait pas avant, ou qui existait très rarement. Juste un petit mot là-dessus. Dans l'histoire, en fait, ces procédés-là, ils ont été à la base, initialement, inventés dans deux cas de figure historiques qui ne sont pas très heureux. Le premier, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, parce qu'ils avaient un blocus sur le pétrole, et donc ils ont commencé à faire des carburants, du pétrole de synthèse à partir de charbon. Et le deuxième cas, c'était en Afrique du Sud pendant l'apartheid, où il y avait un blocus de l'importation de pétrole, et là encore ils ont synthétisé du pétrole à partir de charbon. Bon. Donc ça, je dirais, c'est les deux voies historiques un peu malheureuses, mais technologiquement qui alimentent ça. Et aujourd'hui on est évidemment sur des voies beaucoup plus matures et beaucoup plus technologiquement avancées que ce qui se faisait à l'époque. Ces 24 projets-là, ils vont permettre évidemment de générer un certain nombre d'emplois, parce que c'est une filière qu'on est en train de créer. Alors on a en France la chance d'avoir une filière technologique qui est relativement mature et qui est prête à relever le défi de ces carburants. Et c'est important parce que je vous ai montré tout à l'heure la carte de tous les projets qu'il y avait dans le monde. Aujourd'hui, il y a une course qui est en train de se faire entre l'Europe et les États-Unis, un peu moins en Asie, mais quand même, entre différentes solutions technologiques, entre différentes filières, entre différentes voies technologiques. Et donc, la France, on n'est pas à la peine, on est dans cette course-là. Je ne dis pas qu'elle est gagnée, mais on est dans cette course-là. Et donc, on bénéficie à la fois, je dirais, on a la chance d'avoir des compagnies comme Airbus, comme Safran, qui sont investis, je dirais, dans l'aviation, dans ces secteurs-là. Mais on a aussi la chance d'avoir, je dirais, une certaine expertise qui vient du monde du pétrole,
mais qui est aujourd'hui appliquée sur des choses beaucoup plus vertueuses, qui sont ces carburants-là. Et donc on estime qu'à peu près ces 24 projets que je vous ai montrés, donc ces premiers projets qui vont permettre de décarboner nos usages, ils vont générer environ à peu près 3000 emplois sur le territoire national, et ils vont permettre d'éviter à peu près 2 millions de tonnes de CO2 équivalent dans les prochaines années. Alors évidemment, encore une fois, c'est 24 premiers projets, et ces projets ils demandent à être bien sûr développés et améliorés. Alors évidemment, quand on fait ça, on améliore aussi nos balances commerciales, c'est-à-dire qu'on apporte à peu près un demi-milliard par an en moins de pétrole des pays exportateurs de pétrole. Alors, pour faire ces projets, on a besoin de quoi? On a besoin de CO2. Alors aujourd'hui, c'est du CO2 qui va être capté par des voies biogéniques, donc c'est du CO2 biologique. Et donc on a besoin d'à peu près 2 millions de tonnes de CO2 pour faire ces carburants. On a besoin d'électricité, 14 TWh, et puis on a besoin d'eau, parce que en fait, quand on vient faire ça, on vient électrolyser de l'eau, donc on vient prendre de l'eau pour en faire de l'hydrogène, et donc on a besoin d'eau en entrée du procédé pour faire ce procédé, même si ensuite dans les procédés, on a des recycles d'eau, et donc on recycle une grande partie de l'eau qu'on utilise. Puis on a besoin d'un petit peu de terrain, 180 hectares, c'est pas énorme, mais on a besoin de ça pour faire ces projets. Alors là-dedans, nous, juste pour dire un mot de nous ce qu'on fait, parce que je vous ai parlé du marché. Donc nous, on est une société qui s'appelle Kimod, qui donc développe des procédés de production de carburant de synthèse. Et donc nous, notre but, c'est de décarboner ces secteurs-là, le secteur du transport aérien, le secteur du transport maritime, et d'être dans une circularité du carbone, c'est-à-dire de réutiliser du carbone pour en faire des molécules d'intérêt. Nous, notre technologie, en fait, alors c'est juste un mot aussi, parce qu'on parlait de nucléaire juste avant, notre technologie, elle vient, en fait, c'est une technologie qui est dérivée d'un projet nucléaire qui s'appelle le projet ITER, que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent peut-être de nom, qui est un projet donc, qui est international, un gros projet international, qui vise à reproduire les réactions de fusion nucléaire qui se passent sur le Soleil à terre pour produire de l'énergie, je dirais, décarbonée et durable. Et donc dans le cadre de ce projet, en fait, il y a une technologie qui a été inventée qui s'appelle le soudage diffusion par le CEA et par une autre société. Et donc notre société Kimod a récupéré, je dirais, ce procédé pour l'industrialiser et pour en faire des équipements qui permettent de produire des carburants de synthèse. Donc on est là aussi dans une circularité, pas du carbone, mais de la technologie, puisqu'on vient utiliser une technologie qui est développée dans le cadre du nucléaire pour l'appliquer à une décarbonation d'autres usages. Voilà, et donc aujourd'hui on fait ces réacteurs-là, et donc ça c'est des réacteurs, cette pièce-là, ça permet de faire des réactions chimiques, et donc ça permet de combiner là-dedans, on combine de l'hydrogène et du CO2 pour en faire un carburant de synthèse qui est ensuite utilisé dans l'aérien ou dans le maritime. Voilà ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous, et puis si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci pour l'exposé. J'ai alors deux petites choses. La première, c'est si vous pouviez revenir un tout petit peu sur le lien avec ITER, je ne l'ai pas compris. Mais ma question principale, est-ce qu'on peut avoir là, vous avez parlé en termes positifs, mais qu'est-ce qui coincerait pour passer à l'échelle? Est-ce que c'est un problème d'investissement? Et quand vous avez parlé de tous les de toutes les innovations technologies qui existent déjà pour faire cela, j'ai récemment entendu un exposé qui parlait du projet Manhattan. Il fallait faire l'équivalent d'un projet Manhattan pour fédérer toutes ces initiatives locales et de manière top-down, avec 1 milliard d'euros par an, essayer de décoincer cette initiative pour qu'elle passe à l'échelle. Est-ce que, de votre point de vue, ça a un sens ou pas du tout ? Alors, il est certain qu'aujourd'hui, ça demande de l'investissement. Donc, pour faire ces projets-là, ça demande de l'investissement, ça demande de la technologie, ça demande du terrain, ça demande de l'énergie, donc ça demande d'agréger un certain nombre d'acteurs, et d'agréger un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler ou qui ne viennent pas du même monde. C'est-à-dire que ça agrège des gens qui viennent de l'électricité, ça agrège des gens qui viennent du pétrole,
ça agrège des utilisateurs finaux comme Air France, comme CMA CGM ou d'autres. Ça agrège des gens qui émettent du CO2, des cimenteries. Bon, donc une cimenterie en général, elle ne parle pas à un pétrolier, elle ne parle pas moyennement, enfin elle parle un petit peu à des électriciens, elle ne parle jamais à Air France. Bon, donc ça suppose quand même d'agréger tout ça, et ça suppose aussi d'agréger des gens comme notre société ou comme d'autres, qui sont là pour ramener une solution, une brique technologique parmi un projet. Un projet de carburant de synthèse, c'est l'agrégation de différentes briques technologiques. Et donc il y a le besoin techniquement de maîtriser tout ça et de maîtriser l'intégration. Alors maintenant, ça c'est pas un frein, je dirais il faut en avoir conscience. Il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent sur le sujet et leur valeur ajoutée justement, c'est d'agréger ces différents acteurs d'agréger ces différents acteurs pour en faire un projet, à la fois techniquement, à la fois d'un point de vue marché et à la fois d'un point de vue financement, parce que derrière il faut aller chercher des financements qui sont relativement conséquents. C'est des projets à plusieurs centaines de millions d'euros. Bon. Mais plusieurs centaines de millions d'euros pour des gens qui font de l'énergie, pour des gens qui font du pétrole, c'est, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est business as usual pour eux. Donc c'est pas tant une contrainte. Maintenant, on a la chance d'avoir la réglementation est vraiment importante là-dedans, et on a la chance d'avoir, je dirais, des parlementaires européens, et la Commission européenne, la France aussi, qui ont pris le sujet et qui ont imposé des quotas en fait à horizon 2030, 2035, 2040, 2050, et ces quotas vont évidemment aider à faire naître la filière. Ces quotas, ils disent quoi? Ils disent que bientôt, une compagnie comme Air France aujourd'hui, elle a des crédits CO2 qui lui sont attribués. Mais aujourd'hui, ils lui sont attribués gratuitement. Donc, elle a un certain nombre de quotas de CO2. Elle peut polluer dans ces quotas-là. Enfin, elle peut émettre du CO2 dans ces quotas-là gratuitement jusqu'à un certain seuil. Et puis au-delà, elle paye. Bon. Demain, elle va devoir payer dès la première molécule de CO2 qui est émise. Et donc, pour elle, le seul moyen de décarboner, ça va être d'utiliser des carburants d'aviation durable. Et ça, c'est dans la mécanique européenne, ce sera le seul moyen qui lui sera permis. Alors évidemment, elle peut aussi moins voler, ce qui sera une solution, mais je ne suis pas sûr que c'est l'objet social de la société. Donc, du coup, cette réglementation-là, elle crée mécaniquement une très forte dynamique qui permet en fait de fédérer les différents acteurs, de fédérer les différentes technologies et d'agréger les acteurs, le financement pour que ces projets voient le jour. Alors évidemment, on a intérêt à faire ça en France, parce que les avions ils volent, hein. Donc si on fait pas ça en France, les avions ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller au Maroc, ils vont aller dans d'autres pays, mettre du fuel dans les réacteurs et puis dans les réservoirs et puis rentrer en France. Bon, et donc au final, d'un point de vue économique, on aura transféré un déficit de la balance commerciale de la France vers des pays du Golfe par exemple, vers les États-Unis, parce que le carburant d'aviation durable il sera produit aux États-Unis. Donc ça évidemment c'est ce qu'il faut éviter, et c'est ce que la Commission européenne et le Parlement européen veulent aussi éviter en imposant, en mettant en place ces règles du jeu qui permettent de faire des projets en Europe. Et le lien avec ITER, est-ce que c'est un transfert de technologie, si j'ai bien compris? Oui, alors en fait le lien ITER c'est un super projet parce que ça permet de faire ça permet de développer plein de technologies qui ont été développées dans le cadre du projet ITER. Bon. Et une de ces technologies-là, c'est ce qu'on appelle le soudage-diffusion. Alors j'ai dit juste un mot technologique, mais c'est ce qui permet de faire du soudage sans soudage. C'est-à-dire que nous, on vient assembler des plaques. Donc imaginez une centaine de plaques, comme un sandwich, une centaine de plaques. Et on vient porter ça à des températures et des pressions qui sont à peu près 1000 degrés, 1000 bars. Et quand on fait ça, le métal devient un peu comme du chewing-gum. Et donc, les atomes d'une plaque de métal se lient avec les atomes de la plaque de métal d'à côté. Donc ça, en anglais, ça bond, donc c'est pour ça qu'on appelle ça diffusion bonding. Et donc du coup, en fait, quand on fait ça, ces centaines de plaques-là, elles deviennent un seul bloc de métal. Et donc on arrive à avoir un monobloc unique grâce à ces centaines de plaques. Et l'intérêt de ça, c'est que nous, on arrive à avoir des géométries, comme vous le voyez là, qui sont des géométries où en fait on a plein de canaux dans tous les sens, qui sont très proches les uns des autres. Alors ça a un impact, sans rentrer dans la technique, mais c'est un impact important quand on parle d'efficacité de production des carburants, parce que grâce à ça, en fait, on arrive à réduire de 30% à peu près le coût d'une molécule, hein, donc c'est important.
Et avoir une géométrie comme ça, d'un point de vue, en fait, c'est extrêmement compliqué. Il y a juste 2 voies techniques pour le faire. Il y a soit ce qu'on fait nous, soit faire de l'impression 3D, c'est-à-dire que vous venez imprimer en 3D du métal. Alors ça, c'est possible techniquement, c'est un peu compliqué, et surtout, ça va coûter très très cher. Et donc voilà. Donc nous, finalement, on a dérivé un brevet, une technologie qui a été développée dans le cadre du projet ITER sur quelque chose qui avait un peu rien à voir, pour faire ce qu'on fait là. Merci bien. J'ai une petite question concernant le besoin électrique finalement de cette technologie-là. Donc il existe, vous l'avez mentionné, et pour que la technologie garde du sens d'un point de vue empreinte carbone, nécessairement l'électricité doit avoir elle-même une empreinte carbone la plus basse possible. Oui. Vous avez cité le cas de la France où c'est typiquement un bon exemple, comme l'a rappelé l'interlocuteur juste avant. Oui. On a déjà une électricité assez décarbonée. Mais du coup, cette technologie-là verra son impact différencié selon la zone dans le monde dans laquelle elle peut être implantée, puisqu'il va y avoir une vitesse de décarbonation de l'électricité qui serait nécessairement différente d'une zone du monde à un autre. Et comme vous l'avez rappelé juste avant, un avion, ça vole et ça peut aller dans des endroits différents pour aller se recharger en carburant. Et donc du coup, j'y vois... Et dernier point, nécessairement un carburant de synthèse sera plus cher qu'un kérosène issu du fossile, nettement, forcément. Du coup, il y aura un biais de concurrence un petit peu déloyale, j'ai envie de dire, pour cette technologie. En tout cas, s'il n'y a pas d'aspect normatif très contraignant. Si c'est juste le marché qui fonctionne, j'ai peur qu'il y ait quand même un gros risque là-dessus, non ? Oui, alors c'est pour ça que vous avez raison de le mentionner. Et dans les règles qui ont été dictées récemment par l'Europe, en fait, on vient tracer un peu l'origine du carburant. Et donc en effet, c'est pas pareil d'avoir du carburant qui est fait à partir d'électricité entièrement décarbonée et de CO2 qui est capté dans quelque chose qui, de toute façon, aurait été émis quoi qu'il arrive, même en faisant les meilleurs efforts du monde, que aller prendre de l'énergie qui vient du charbon et puis aller capter du CO2 sur un truc qui, de toute façon, on pourrait très bien faire en sorte que ça n'émette pas de CO2. Bon. Et donc, sans rentrer dans le détail du concept, mais en grosso modo, l'idée est vraiment que, s'agissant de l'Europe, de dire Air France, Lufthansa, enfin toutes les compagnies aériennes qui opèrent en Europe, vous allez pouvoir éviter de payer une taxe CO2 sur vos émissions uniquement si le carburant d'aviation durable que vous mettez dans vos avions, il respecte bien ces critères de traçabilité qu'on vient de mentionner. Donc ça sera possible d'aller, par exemple au Maroc, où il y a du soleil en abondance, donc on peut mettre des panneaux solaires, il y a plein de projets qui sont en train de se faire comme ça. Panneaux solaires, donc c'est l'énergie verte, on vient capter le CO2 à la bonne source, et donc en effet ça sera une concurrence avec la France. Alors en France on a le nucléaire, donc c'est un énorme avantage pour nous. Mais en revanche, si l'avion il vient se remplir son réservoir aux États-Unis avec une source qui est pas la bonne, et quand il rentrera sur le territoire européen, il va se faire taxer son CO2. Donc il y aura un intérêt quand même pour les compagnies aériennes européennes, en tout cas, d'être vertueuses sur le sujet, parce que sinon ça se retrouvera dans leur compte de résultat. Voilà. Alors évidemment, en France, on a un énorme avantage, c'est qu'on a, comme vous le dites, on a l'énergie décarbonée, relativement pas chère. Et donc ce qui s'est fait récemment là, il y a eu beaucoup de débats, j'imagine que vous avez suivi, mais beaucoup de débats en Europe sur est-ce que le nucléaire doit faire partie des énergies décarbonées ou pas. La réponse est oui, c'est une très bonne chose pour la France et pour la filière française, parce qu'en fait, on peut se retrouver à devenir un producteur de carburant, un exportateur de carburant d'aviation durable vers les autres pays européens grâce à notre énergie moins cher, parce qu'on pourra en bénéficier, quoi. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, pour remplir les règles européennes, il faut quand même une part relativement importante, il faut plus de 60% en fait, d'énergie décarbonée pour qu'on rentre dans le critère qui va bien. Donc, voilà. Alors en effet, pour répondre à votre dernière question, c'est des carburants qui coûteront plus cher. C'est indéniable, bon voilà, c'est comme ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que d'une part, alors ça coûtera plus cher, à peu près aujourd'hui, c'est entre 4 et 10 fois plus cher. Donc c'est quand même relativement important. Alors est-ce que c'est grave ? Pas vraiment. Enfin, on peut se dire oui, on peut se dire non.
il y a 2 éléments quand même là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, dans le prix d'un billet d'avion, il y a 3 éléments. Dans le prix d'un billet d'avion, 40% c'est le kérosène. Le reste, c'est la maintenance, l'amortissement de l'avion, le personnel, etc. La marge de la compagnie aérienne. Donc 40%, c'est le kérosène. Si vous mettez 50% de carburant d'inversion durable et que vous mélangez ça avec donc ça veut dire que vous allez augmenter, ça va passer de 40 à 60%. Quoi. Donc vous allez augmenter le prix du billet d'avion, allez de 20%, 30%. Bon. C'est moins que la hausse des billets d'avion qui a eu lieu depuis 2 ans entre la période pré-Covid et la période actuelle. Et pourtant, comme le rappelait l'interlocuteur précédent, les avions ont toujours été aussi pleins, les aéroports sont pleins. Donc il y a une élasticité prix du consommateur final par rapport au billet qui est finalement pas très forte ou forte, ça dépend comment on le voit, mais le consommateur final est quand même prêt à payer aujourd'hui son billet plus cher, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et en fait, donc ça c'est un autre élément. Le dernier élément, c'est que la réalité, c'est que il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Donc soit on arrête de voyager, ce qui est une possibilité, soit on se dit qu'on peut voyager en payant plus cher, ce qui est une autre possibilité. Et en tout cas, nous, c'est la possibilité qu'on porte. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis chimiste et donc je travaille sur la réduction de CO2, l'oxydation de l'eau, enfin la photosynthèse artificielle. Oui. Et donc, dans la problématique de la réduction de CO2, c'est que on peut former plusieurs composés, monoxyde de carbone, acide formique, méthanol, méthane, et puis ça peut aller vers des carbone-carbone. Est-ce que dans votre technologie que vous avez présentée, méthanol, oui. Est-ce que vous arrivez à réduire le CO2 vraiment sélectivement en méthanol d'un seul coup? Oui. Ou avec des composés à base de métaux non nobles? Alors oui, la réponse est oui. Donc on a un catalyseur qui est à base de métaux non nobles et qui permet de passer directement, de faire la synthèse du méthanol directement à partir du CO2. Donc quand on fait ça, on produit du méthanol, de l'eau, évidemment. On produit un tout petit peu, très peu, d'autres alcools, un peu d'éthanol et un peu de chaîne alcoolisée un peu plus forte, mais très peu, c'est en dessous du ppm. Et puis on produit aussi un peu de monoxyde de carbone qu'on vient ensuite recycler et qui réagit. Donc voilà. Donc oui, la réponse est oui. En fait, on synthétise directement le méthanol à partir du CO2. Dans des conditions douces? Pardon? Dans des conditions douces? Alors je ne sais pas ce que vous appelez douce. On fait ça à 80 bars et à peu près 300 degrés. À haute température, non? 300 degrés. 300 degrés, d'accord. Ok. Merci. Bon, merci à toutes et à tous d'être venus. Merci pour votre présentation. Donc vous commencez vous essayez de répondre à la question quels enjeux pour les carburants de synthèse. Donc dans un premier temps, vous centrez le débat autour du cas actuel. Donc 22% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports. Et dans une étude de Boeing, on voit que les carburants de synthèse pourraient être à l'origine de 55% des réductions des émissions de gaz à effet de serre sur les avions. Donc aujourd'hui, on ne se pose pas la question d'électrifier les avions à cause de la densité énergétique, notamment donc, de l'hydrogène et des batteries électriques. Donc on reste sur l'utilisation de carburants donc soit fossiles, soit synthétisés. Donc qu'est-ce que c'est un carburant synthétisé? Ce serait un carburant classique, si ce n'est qu'il est issu d'un recyclage du CO2 qui peut provenir, donc, vous le disiez, produit par exemple à 53 millions de tonnes par an facilement en France, un tiers qui proviendrait de l'industrie mais qui serait évitable, donc potentiellement une source qui viendrait à se tarir dans le futur, un tiers de l'industrie non évitable, donc tout ce qui est procédé chimique qui naturellement rejette du CO2 comme la production de ciment, et un tiers qui pourrait venir des déchets, donc des eaux usées, de la décomposition de la biomasse, etc. Donc la production de carburant de biosynthèse, ça repose aussi sur un besoin en électricité décarbonée, donc pour pouvoir réaliser l'électrolyse de l'eau, produire de l'hydrogène pour pouvoir capter le CO2. Donc ça repose sur une électricité décarbonée, parce que si on produit du CO2 pour en capturer, ça n'a que très peu d'intérêt.
et donc de CO2. Vous nous parlez aussi de l'utilisation, de la croissance du marché, si je peux dire ça comme ça. Donc on est sur un taux de croissance entre 6 et 3% par an. Et il y a aujourd'hui 80% des projets qui n'existaient pas il y a un an. Et ça, c'est notamment dirigé par une très forte réglementation de l'Union européenne qui vise à obliger, en mettant des taxes sur les émissions de carbone, les entreprises à les réduire. Donc pour Key-Mode, vous nous présentez aussi un produit de la science grâce à des brevets produits lors de la construction d'ITER. Et ça reboucle bien avec une question qui a été posée dans le public, et notamment sur le projet Manhattan. Donc tout ce que la science des gros projets peut apporter en général à la transition écologique. Si d'ailleurs ça vous intéresse, il y a eu une conférence qui sera bientôt diffusée sur la chaîne d'Ideas in Science qui a eu lieu à Télécom Paris, qui a fait venir Yves Laszlo pour parler du projet Manhattan de l'écologie. Voilà, donc si je peux conclure, pour synthétiser facilement et essayer de comprendre mieux ce que c'est un carburant de synthèse, je dirais, sous couvert de notre intervenant, que ce serait finalement un recyclage du CO2 dans sa pure forme, pour essayer d'en reproduire des carburants qui sont facilement mélangeables avec les carburants fossiles déjà existants. C'est une très bonne synthèse. Merci.